l'actualité de ce 20h, reprise des cours le lundi 3 février prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale et les associations de parents d'élèves sont parvenus à un point d'accord. Au cours d'une rencontre cet après-midi, on fera le point avec Esmine Kayumba. Dans le journal également, fini les dépenses inutiles. Nous vous dirons tout sur le comment gérer de façon rationnelle ses revenus. Le masterclass animé par le responsable d'Aoura Management nous édifiera sur la question dans un instant. Et puis, délinquance juvénile à Mwanda, 15 braqueurs saisis par la section des recherches du Haut-Togoué. Ils répondront de leurs actes. Notre correspondant sur place à Franceville, Jacob Mukongi, donnera les détails de cette arrestation dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, dans l'actualité à la présidence de la République, l'entretien ce matin entre le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Bouranto, les questions relatives aux textes fondamentaux, largement évoquées. Priska Mugula, Armand Moupindé, presse présidentielle. C'est une audience qui s'inscrit à la suite de la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle effectuée en début d'année. Marie-Madeleine Bouranto, présidente de la haute juridiction, est venue apporter un complément d'information au chef de l'État Ali Bongo Ndimba sur les questions relatives aux textes fondamentaux. Il vous souviendra que dans mon discours de circonstance, la Cour avait tenu à rappeler que lorsque la Constitution prévoit la prise d'un certain nombre de textes fondamentaux, parmi lesquels les lois organiques, les instances compétentes, notamment le gouvernement ou le Parlement, ces instances-là ont le devoir de faire prendre ces textes dans les délais raisonnables. Parce que la Constitution a été revisitée en 2018, en janvier 2018, et jusqu'à ce jour, un certain nombre de textes restent encore inexistants. Au cours de cette audience, le président de la République et son hôte ont évoqué le chapitre consécutif aux différends territoriales entre le Gabon et la République sœur de Guinée équatoriale. Le deuxième point a trait à la reprise des audiences relatives aux différents frontaliers entre la République gabonaise et la République sœur de Guinée équatoriale, parce que les instruments de ratification du compromis entre les deux pays, ces deux instruments ont été notifiés aux Nations Unies il y a quelques mois. Concernant le point inhérent à ce différend frontalier, rappelons qu'en 2016, lors des assises de la COP22, le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ndimba et son homologue avaient réaffirmé leur volonté de régler ce litige par le biais de la Cour internationale de justice dans le respect et la confiance mutuelle. Conseil des ministres ce matin également au palais présidentiel, les travaux présidés par l'État Ali Bongo Ndimba ont traité de plusieurs questions d'actualité. La synthèse avec Priska Mugula, Barthelvoise, presse présidentielle. C'est le premier conseil de ministres de l'année. Le chef de l'État Ali Bongo Ndimba donne le ton de ce conclave qui se veut efficace pour la suite des actions à mener par l'équipe gouvernementale. Sur la table, tous les dossiers des différents départements ministériels sont examinés, les uns après les autres, pour mieux répondre aux attentes des concitoyens, avec un intérêt particulier sur les questions socio-économiques, politiques et bien d'autres. À l'échelle nationale, cette rencontre de l'exécutif a également tablé sur l'actualité de ces dernières semaines. Les principaux événements sur le continent ont en outre constitué un des sujets de ce conseil. L'étude des textes législatifs et réglementaires, un des points soumis à l'attention de tous en vue de leur adoption. Les conclusions de ce conseil seront rendues publiques au cours du communiqué final. Justement, Priska l'a dit, dans nos programmes, vous suivrez le communiqué final des travaux de ce conseil des ministres tenu ce matin au palais présidentiel.
Les premières dames de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso qui prenaient part à la conférence régionale ont visité ce matin la maison d'Alice. La structure est dédiée aux personnes atteintes de cancer. Je vous en propose précision avec bienvenue Minko Honorine Tingui, presse présidentielle. S'imprégner de la vie en ce lieu de vie. À la maison d'Alice ce jour, les premières dames de RDC et de Burkina Faso sont venues toucher du doigt l'œuvre entièrement dédiée aux personnes souffrant de cancer. Je voudrais simplement féliciter grandement Madame Sylvia Bongo Ondimba pour ce travail, pour cette belle maison de vie destinée à accueillir les patients du cancer. Comme vous le savez, le cancer n'est pas une maladie facile à vivre. La visite est conduite par Madame Simone Mensa, la vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Sur le parcours, les deux premières dames font la découverte des différentes facettes et des activités de ce lieu de vie et de rétablissement. Et un tel investissement au profit des malades du cancer est vraiment bienvenu, surtout quand on sait que c'est une maladie qui ne choisit pas. C'est pas parce qu'on est riche ou on est pauvre ou qu'on est jeune ou qu'on est plus âgé qu'on ne court pas le risque d'avoir un cancer. Alors simplement, je suis vraiment heureuse par tout ce que j'ai vu ici aujourd'hui. La structure ouverte en septembre 2016 est le fruit de la vision de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, une femme engagée dans la quête du bien-être social pour les couches les plus vulnérables de la société. Du bout de sa plume sur le livre d'or ce jour, chacune des deux personnalités présentes a confié ses émotions au terme de cette visite guidée. Dans le reste de l'actualité, les cours reprennent le lundi 3 février prochain sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'essentiel de la rencontre cet après-midi entre le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mugiama Daouda, et l'association des parents d'élèves. Compte rendu Esmine Kayumba, Pierre Claver est là. Ça y est, élèves et enseignants vont regagner les salles de classe dès lundi prochain. Après 3 conclaves, ministre de l'Éducation nationale, syndicats et parents d'élèves sont finalement tombés d'accord. La situation était suffisamment grave pour qu'on en prenne la mesure, pour qu'on analyse tous les éléments qui pouvaient contribuer à ramener la sérénité dans les familles. Vous savez, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ils ont été rassurés par les informations que nous leur avons transmises, les informations que les forces de police leur ont transmises, les informations que l'administration judiciaire leur ont transmises. Outre la police scolaire, d'autres mesures vont suivre pour que élèves et enseignants soient bien sécurisés. Les garanties qui ont été données par le gouvernement nous donnent l'espoir de voir désormais un environnement scolaire sécurisé, parce que nous avons eu à prendre des décisions qui vont désormais effectivement sécuriser nos élèves et les enseignants. Je prends l'exemple de la destruction des débits de boissons à l'intérieur de l'établissement. Donc nous pouvons, au terme de ces rencontres-là, demander sereinement à nos collègues, à qui nous avons demandé de rester à la maison, de reprendre le chemin de l'école dès le lundi 3 février 2020, en sachant que le syndicat est là pour effectivement parer à toute éventualité si désormais la situation se dégrade. Après 3 réunions successives et plusieurs heures de négociations, l'on peut se réjouir de la résolution de cette crise. Parlons société à présent. Le présumé phénomène d'enlèvement d'enfants à Libreville vient de faire l'objet d'un point de presse à l'initiative de l'Alliance ouvrière des missions évangéliques et charismatiques. Les précisions de Georges Kombila Médard, Ngeng. Suite au climat peu favorable dû au phénomène supposé d'enlèvement d'enfants et tentative d'enlèvement, l'Alliance ouvrière des missions évangéliques et charismatiques a, par la voix de son président, exhorté les chrétiens à s'engager davantage dans la prière. Nous encourageons l'Église du Gabon à demeurer dans la prière. En effet, nos moments de prière intensive ne doivent pas être une réaction aux assauts de hors de l'enfer, mais plutôt une anticipation.
Nous bénissons le Seigneur et félicitons l'Église du Gabon, car la paix dont se vante dans notre pays n'est que le résultat de son intercession permanente et de sa consécration au seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. L'orateur a également lancé un appel à la communion des églises. En tout temps et particulièrement en de telles circonstances ou instants, nous invitons l'Église à s'unir en vue de planifier et d'anticiper sur des actions conjointes à travers le territoire national. Yves Marius Boussougou a réaffirmé sa volonté de se départir d'une quelconque appartenance politique. Dans le même ordre d'idée, ouverture ce vendredi de la première audience de flagrant délit des personnes interpellées ou arrêtées au cours des manifestations qui se sont déroulées à Libreville les 22 et 24 janvier. Je vous propose de suite la déclaration du procureur de la République à ce sujet. Eh bien, il est au micro de Sheila Mebalé, Pierre Claver est là. À la suite des événements malheureux des jeudis et vendredis 23 et 24 janvier 2020 à Libreville, le parquet de la République, par ma voix, révèle qu'à ce jour, 185 personnes au total ont été déférées. 126 ont été mises hors de cause et 9 ont été placées sous mandat de dépôt par le ministère public pour les faits de diffamation, diffusion de fausses nouvelles, attroupement armé ayant troublé l'ordre public et outrage à agent. Notons aussi que 18 personnes ont vu leur procédure être mise en instance pour poursuite des enquêtes, tandis que 29 personnes sont placées sous mandat de dépôt après ouverture d'informations auprès des juges d'instruction pour meurtre, tentative de meurtre, dégradation de biens meubles et immeubles appartenant à autrui, omission de porter secours. Signalons que ce jour s'est tenue la première audience de flagrant délit liée aux événements du 24 janvier 2020 et qui a vu comparaître 7 prévenus devant le tribunal correctionnel. Et les affaires ont été mises en délibéré pour décision à intervenir le 7 février 2020. D'autres affaires seront connues par le tribunal correctionnel à cette même date, dont celle relative à une diffamation via les réseaux sociaux où un compatriote a été présenté comme étant un dangereux ravisseur d'enfants, voyant ainsi sa vie mise en danger par des gens qu'il ne connaît pas et qui ne le connaissent pas. Je termine mes propos en indiquant que les enquêtes se poursuivent. Je vous remercie. Voilà, nous en sommes tous édifiés. Le bout du tunnel semble proche pour les épargnants de la microfinance BRSAL. Ils ont tenu une assemblée générale au cours de laquelle les principaux points abordés avec le Premier ministre, chef du gouvernement, ont été exposés à l'ensemble des épargnants. Arnoumba Bekon, Christine Maïnda étaient de la partie. À petits pas, on s'achemine vers la solution dans l'affaire qui oppose BRSAL et ses cotisants. Ainsi se résume la réunion de travail entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le bureau du CAP qui s'est constitué partie civile dans ce dossier. Et le Premier ministre s'est offusqué. Pour lui, il faut parer ça au plus vite. C'est de régler ce problème au plus vite. Il a dit la plainte de Genève reste valable. L'exercice de l'activité de la microfinance au Gabon étant encadré par la loi et dans la recherche du paiement de ces milliers d'épargnants floués, le gouvernement de la République entend rester en justice toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette affaire. Et comme le chef de l'État veut finir avec l'impunité aujourd'hui, les détournements, je reprends ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Le gouvernement porte plainte. Le gouvernement va porter plainte contre tous ceux qui ont été impliqués dans l'affaire BRSAL. Après quelques années de présence sur le territoire national, le bâtisseur de richesses à responsabilité limitée BRSAL, qui promettait 43% de rendement garanti 3 mois ou 20% d'intérêt mensuel sur les dépôts collectés, par un communiqué du 13 octobre 2015, annonçait à sa clientèle la fermeture de ses agences au motif qu'il rencontrait des difficultés avec ses partenaires financiers.
Une décision qui, hélas, plonge encore dans la tristesse de nombreuses victimes. On va parler économie à présent. Comment gérer de façon rationnelle ses revenus? C'est autour de cet idéal que s'est articulé le masterclass animé par le responsable d'Aura Management. L'objectif étant de susciter l'éveil de l'intelligence financière chez les participants. On en parle avec Rodolphe Mukambi Boma, Hervé Nzigi. Tout débute par cette invite à la prise de conscience de chaque participant sur la gestion des dépenses. Le conseiller senior explique ce qu'il faut faire personnel en prenant des exemples simples sur nos réalités quotidiennes. Vous êtes avec une amie, elle vous dit non, moi j'ai besoin de 50 000. Qu'est-ce que ça représente 50 000? Moi je vais vous dire ce que ça représente 50 000 francs. 50 000 francs, c'est ma facture d'internet, 30 500. Plus ma facture de canal, 20 500. Pense tes dépenses, c'est le thème de ce masterclass, une invite à l'intelligence financière. En clair, savoir gérer son propre argent. Quand on dit penser en termes financiers, c'est planifier. Déjà, il faut apprendre à traquer ses dépenses, donc savoir ce qu'on dépense dans la journée. Pourquoi je vais dépenser 10 000 francs en jus de bissap alors que je n'ai pas encore payé ma facture d'eau qui est de 6 000? Pendant plus de 2h45 dans un monologue quasiment intéressant, le senior advisor donne toutes les astuces pour être un bon gestionnaire de nos revenus. Il explique même comment éviter le stress financier. Une des manières d'éviter le stress financier, c'est de s'asseoir, de savoir aussi ce qu'on veut et ce qu'on a, de résoudre cette équation. Très important aussi d'avoir un plan de dépenses. Pour la plupart des participants, c'est leur tout premier masterclass du genre devant un conseiller senior. Après une première séance, déjà de bonnes résolutions. Je me suis confortée, si je dois dire comme ça, dans ma manière de penser. Éviter les superflus, comment arriver à dépasser nos envies pour mieux se concentrer sur nos besoins. Il faut essayer d'épargner un peu plus pour sa retraite, pour ses enfants et pour sa famille. Pour le coach, l'épargne reste la toute première dépense. Épargner, c'est prévenir l'avenir. Installation d'une centrale solaire hybride dans la commune de Ndjolé. Nous sommes dans la province du Moyen-Ogo, au centre du Gabon. Objectif, venir en appui à la centrale thermique de la SEG dans l'arrière-pays. C'est un projet du gouvernement en partenariat avec la Caisse de dépôt et de consignation. Les précisions de Lariska Lormamengi, Bertin Osaga. Ce projet d'installation de centrale solaire hybride est le premier du type au Gabon. La centrale de Ndjolé regroupe 1440 panneaux photovoltaïques avec 275 WC de puissance unitaire installés sur les pieux en acier d'une hauteur variant entre 2 mètres et 3,5 mètres. Coût du projet, près de 500 millions de francs CFA. Ça va résoudre un problème pour la SEG, c'est d'économiser sur le fuel. Ça veut dire que lorsque vous avez des problèmes d'acheminement, parce que parfois la route est un peu difficile et voire coupée complètement, dans ce cas-là, ça veut dire que les réserves de fuel peuvent durer plus longtemps. Donc ça, c'est la première étape. Ça veut dire qu'au lieu de couper au bout de 2 jours, on pourra couper au bout de 3 jours ou 4 jours. Et donc on aura le temps de réapprovisionner le site. Ce grand programme a été initié par le ministère de l'Énergie et financé par la Caisse de dépôt et de consignation, dont le rôle est d'accompagner les politiques publiques. Des objectifs qui consistent effectivement à baisser l'impact carbone, donc les émissions de CO2, au niveau des centrales thermiques encore en activité, au niveau de la ville de l'intérieur du pays, mais également insuffler au niveau de ces villes une sorte d'autonomisation bénéfique aux populations et également aussi au niveau de l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet concerne 8 centrales solaires installées dans 8 localités de 3 provinces du Gabon. La conception et l'installation est assurée par la société Ozar Énergie, filiale du groupe Engie. Coût total du projet, près de 5 milliards de francs CFA. Voilà l'installation d'une centrale solaire hybride en Ndjolé. Quel regard les populations du Moyen-Ogo portent-elles sur l'innovation, enjeux et impact dans cet élément de Lariska Lormamengi et Bertin Osaga? L'installation d'une centrale solaire hybride à Ndjolé, quel impact sur la population, quel intérêt pour l'économie du pays? Autant de questions dont voici les éclaircissements. Si la centrale thermique, le stock faisait 3 jours, d'accord, de service, avec la centrale solaire photovoltaïque, le stock peut durer 1 semaine, d'accord, en attendant que Libreville achemine le gasoil.
Donc ça va permettre de réduire le délestage, les coupures au niveau de la ville de Ndjolé. Ça a un impact sur la vie de tous les jours, la vie non seulement des populations, mais également des entreprises. C'est les opérateurs économiques qui sont ici à Ndjolé, ne vont plus chercher à tout prix à avoir leur groupe électrogène pour que quand il y a une coupure, ils démarrent. Donc il y a forcément des gains. Pour le préfet du département de la Banga-Bigné, ce projet novateur au bénéfice des populations est à l'actif du président de la République. Il y a 8 centrales solaires qui seront placées dans ce pays. Et lorsqu'on commence par le département de la Banga-Bigné que je dirige, je suis totalement content et à travers moi toutes les populations. Donc nous, à travers la voix de ma modeste personne, remercions du fond de cœur le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour avoir choisi d'abord le département de la Banga-Bigné. Au dire d'Edgar Mukumbi, directeur général CDC Énergie, et Franck Tannery, président de Ozar Énergie, ce projet devra permettre in fine de mettre fin aux problèmes de délestage que subissent les populations et les opérateurs économiques. Dans le Haut-Togo, au sud-est du Gabon, on parle de délinquance juvénile. La section de recherche du Haut-Togo vient de mettre la main à 15 braqueurs à Mwanda. La correspondance de Jacob Mukwangi. La population de Mwanda, chef-lieu du département de l'Ebombileyou, ville minière, peut enfin avoir le sommeil tranquille ou se mouvoir en toute quiétude dans différents espaces commerciaux, fruit de l'interpellation de 15 malfrats composés de 2 gangs dont les incompréhensions nées des différents braquages devaient parfois tourner au cauchemar, si l'on en croit la bagarre rangée du 25 janvier dernier au quartier Likolo, soldée par une perte en vie humaine. Parmi les présumés auteurs, Simplice Lenyongo, alias Manclavis, et 2 de ses compagnons de route. J'ai fait ça parce que moi, on devait me taper la machette au cou. J'ai esquivé ça. À cause de ça que j'ai été en colère, je voulais le rendre. Mais je n'ai pas mis par le tranchant. Maintenant, quand il m'a tapé au bois, je me suis levé, j'ai voulu fuir. Ils m'ont suivi, j'ai sorti au couteau, j'ai voulu l'effrayer. Maintenant, il a levé le bras, ça l'a touché à la hanche. Kalash, lui, tapait la machette un peu de partout. Mario, lui, il a tapé la machette au bras. Monkinvis, lui, il a mis au bras avec quelques coups au pied du côté non limé. Kalash d'abord se battait avec le défunt sur le côté. Zalando est venu, Zalando l'a mis le chiki. Lambeng l'a mis le couteau dans les côtes. Après Kalash l'a frappé la machette à la tête. Moi, je l'ai frappé la machette au bras. L'aboutissement heureux des investigations des faits limiers de la Direction générale des recherches est une émanation du travail de la police de Mwanda et des institutions du parquet de la République. Allons maintenant dans la province de l'Estuaire pour parler politique avec la tournée dans le Congo d'une délégation du Parti démocratique gabonais dans le cadre de la rentrée politique du parti. Les précisions de Dimitri Abonneur, Alexandre Kogui. Cette série avait conquis les téléspectateurs depuis son lancement en 2009 sur Gabon Télévision. Désormais, plus de diffusion pour l'instant à la télé, les mésaventures de Doudou vont tester la diffusion en salle. À partir du 5 février, les mésaventures de Doudou seront diffusées ici à l'Institut français à partir de 15h. 4 000 francs pour le public et 3 000 francs pour les abonnés. Doudou veut faire de l'international une cible privilégiée. Pour le moment, les mésaventures de Doudou ne sont plus diffusées au Gabon, mais c'est diffusé à l'international. Et là, on est en pourparlers avec d'autres diffuseurs internationaux qui sont prêts à diffuser la 6e saison lorsqu'elle sera terminée des mésaventures de Doudou. Son look, sa tenue vestimentaire, les histoires sans parole de Doudou séduit encore le public gabonais. À ce jour, la série compte 5 saisons produites et diffusées. Voilà, à l'instant, il s'agissait de la série des mésaventures de Doudou qui est en voie d'être médiatisée à l'international. L'humoriste a donc tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la diffusion désormais de ses histoires sans parole à l'Institut français de Libreville.
La notrice du journal Le décès hier nuit de Madame Agathe Okumba Okwategue, ancienne animatrice de Radio Gabon, pionnière dans la défense des droits de la femme au Gabon. Elle aurait eu 88 ans cette année. Le récit de Linsembui Assoum. Une grande dame s'en est allée. Agathe Okumba d'Okwategue était une artiste de premier plan de la lutte pour les droits de la femme. Première présidente de l'Association des femmes juristes au Gabon, cette ancienne journaliste animatrice de radio à la maison Georges Rahuiri a milité dans plusieurs associations afin de faire avancer la cause de la femme. C'est une des pionnières de notre radio nationale parce qu'elle était là dans les années 60. Et j'ai eu la chance de la côtoyer également dans ma jeunesse journalistique. C'est une pionnière également dans le cadre de la défense des droits de la femme et des enfants, avec tout ce que cela comporte. Une vraie dame qui s'en est allée. Elle lance les premières émissions avec les jeunes, pour les jeunes à la radio, et y compris Batossa 150. Elle était très bonne, très attentionnée envers nous les jeunes quand elle nous rencontrait, les échanges, partages, quoi, c'était ça. C'est lors du prix dédié en son nom, organisé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba en faveur des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, que cette dernière avait été honorée le 17 avril dernier. Un studio a également été baptisé Agathe Okumba d'Okwategue à Radio Gabon pour graver davantage ce qu'elle a été dans le monde de la communication. Ce sont plusieurs collègues, amis et connaissances, mais surtout une famille nombreuse et attristée qu'elle laisse derrière elle. Et puis dans le même ordre d'idée, arrivé hier soir à Libreville, de la dépouille du journaliste Francis Salah Ngouabo a été donc exposée à la cathédrale Saint-Pierre. Plusieurs anciens collègues, parents, amis et connaissances sont allés lui rendre un dernier hommage avant sa conduite au cimetière municipal de Missolo. La rédaction de Gabon Première présente à la famille du défunt ses sincères condoléances. Comme tous les vendredis, vous aurez rendez-vous avec l'édito de la rédaction. Ce soir, Martial Edgar Tchibinda revient donc sur la question du présumé enlèvement d'enfants à Libreville. À ce qui semble, le phénomène ressemblerait à une organisation. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Arnaud Mbabekon, Francis Ifonda, Bonga, Chalvin Emar, la réalisatrice Raïssa Arsène Alougui et le chef d'édition Betty Anzembe et toute l'équipe technique se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent début de week-end demain 20h. Elisabeth Guignonga, à très bientôt sur Gabon Première.